Bonjour, me voilà revenu sur YouTube enfin, pour vous parler d'un film actuellement dans nos chères salles de cinéma, Downton Abbey 3, le grand final, réalisé par Simon Curtis, qui nous avait déjà concocté Downton Abbey 2, et scénarisé par le scénariste et créateur de toujours de cette saga, débutée avec une série et ensuite prolongée, artificiellement ou non, on va en parler tout de suite, avec 3 films, à savoir Julian Fellowes, un film qui se déroule en 1930, soit 2 ans après le décès de Lady Violet, interprétée par Maggie Smith, qui nous a entre-temps véritablement quitté, la pauvre, paix à son âme. Et forcément, eh bien, l'âme de Downton Abbey, on l'a un peu perdu avec ce personnage-là qui chapeautait un petit peu toute l'affaire de cette famille aristocratique britannique. Que va-t-il se passer? On savait déjà à la fin de Downton Abbey 2 que ce serait Lady Mary qui allait assurer un peu la suite de Lady Violet, mais le père, le comte Robert, je crois qu'il s'appelle comme ça, eh bien même s'il est beaucoup moins intelligent que sa fille Lady Mary, il a du mal à accepter que ce n'est pas lui qui va gérer la maison et qu'il va donc devoir plus ou moins se retirer. Bon, évidemment, ce qui s'est passé aussi précédemment, c'est que Lady Mary, nous sommes en 1930, a divorcé, que ça se sait enfin à Londres, et bien sûr, elle devient la risée du monde entier aristocratique, elle est complètement bafouée et rejetée, donc forcément, l'avenir, comme souvent, l'avenir et le destin de cette famille, la famille Crowley, je crois que c'est comme ça qu'elle s'appelle, eh bien, elle est de nouveau mise en péril pour un film qui, comme vous l'avez compris avec son intitulé, semble être enfin la véritable conclusion de cette saga. On va le dire comme cela. Alors, moi, il faut savoir que je n'ai pas vu la série, mais que j'ai vu les 3 films. Autant Downton Abbey 1, j'avoue que je n'avais pas compris grand-chose parce que ne connaissant pas les personnages et je sentais que j'étais forcément propulsé dans un univers que je ne maîtrisais pas du tout, et bien forcément j'avais été un peu perdu et j'avais apprécié le film assez moyennement, mais j'ai envie de dire c'est de ma faute. Après, c'est aussi au film, des fois, de pouvoir inclure les petits nouveaux et les petites nouvelles dans l'histoire, mais bon, c'est comme ça. Et pour le coup, Downton Abbey 2, j'avais déjà beaucoup plus apprécié, parce que, ayant vu Downton Abbey 1, et là, avec toute cette charge émotionnelle quand même de cette grande dame qui était Maggie Smith, et grande dame aussi au sein de cet univers, eh bien, ça m'avait vraiment plu, ce métrage. J'avais également été sensible au fait que les différents personnages avaient parfois des aventures un peu mises en parallèle et qu'on ne retrouvait pas toute une somme de personnages toujours au même lieu, au même endroit, avec les mêmes enjeux. Même si c'est vrai qu'il y avait d'une certaine manière un côté un peu décousu dans Downton Abbey 2, il y avait un peu la partie rénovation de la maison avec tournage d'un film de cinéma donc dans cette maison, et en parallèle on allait rendre visite à Nathalie Baye. Bon, ça pouvait être un peu décousu, mais c'était très agréable quand même comme film, et à la fin moi j'avoue que j'avais été vraiment ému pour le coup. Et là, j'ai eu l'impression, alors que pour moi, Downton Abbey 2 c'était presque déjà la conclusion, mine de rien, de cette saga. Et bien là, j'ai l'impression qu'on a voulu nous repondre un épisode qui, en tant que tel, est très bien mis en scène, avec des performances d'acteurs et d'actrices qui sont somme toute vraiment convaincantes. C'est solide, on a surtout, je trouve, un casting qui est vocalement très 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 puissant et très agréable. Jim Carter, dans le rôle de Charles, par exemple, il a une voix en VO qui est quand même extrêmement prenante et qui te porte en fait quand même le film, l'air de rien. Et on a d'autres performances d'acteurs et d'actrices qui sont quand même à souligner. Moi, je pense à Hugh Bonneville, qu'on a notamment vu récemment aussi dans Paddington. C'est donc le comte Charles. On a quand même, malgré tout, mon petit regret, on a un acteur que j'aime beaucoup qui avait le rôle principal dans un superbe film que je vous conseille si vous n'avez pas vu, à savoir Winter Break. L'acteur, c'est Paul Giamatti, je crois que c'est ça son nom. Je trouve que c'est un excellent acteur, mais le problème ici, c'est qu'il semble un peu en dehors du ton. Et ça vient avec un autre problème que j'ai, c'est que nous avons beaucoup de personnages dans ce film, que ce soit les domestiques, que ce soit les maîtres, que ce soit donc ce personnage-là, qui est en soi donc le frère de Cora, qui débarque dans l'histoire et qui est ruiné parce qu'il s'est fait embobiner par un escroc. Et à l'arrivée, tu as beaucoup de personnages, beaucoup. T'en as déjà beaucoup que tu connais ou que tu es censé connaître depuis la série. Et là, on t'en ramène un qui n'est donc pas très crédible parce qu'en fait, il ne sonne pas très aristocratique. Alors,
L'idée du film, c'est de nous expliquer que nous sommes là dans les années 1930 et que les rapports entre les humains évoluent et changent. Et donc, il va y avoir une évolution entre notamment les maîtres et les domestiques. Donc, on pourrait justifier le fait qu'on ait ici un acteur qui a été casté pour jouer un aristocrate qui ne semble pas plus aristocratique que ça dans sa manière d'être et dans sa manière de se comporter, mais ça me semble un peu léger. Pour le coup, ce qui est intéressant, c'est qu'on n'a jamais de contact physique entre les maîtres et les domestiques. Et là, comme il s'agit d'un grand bouquet final, on pourrait s'attendre un peu à des effusions un peu corporelles, un côté beaucoup plus tactile entre les personnages. Et en fait, ça n'arrive pas dans le film. Et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'en effet, il y a une remise en question dans la manière en fait d'avoir des mœurs sociétales notamment, mais malgré tout, les avancées ne peuvent pas se faire aussi vite que celles que l'on connaît aujourd'hui, où on va être un peu plus tactile potentiellement avec les gens, même si ça s'estompe peut-être un peu depuis le Covid, depuis 2020 pour le coup. Mais ça, c'est un point assez intéressant, je dirais. Malheureusement, le souci, c'est que par rapport à l'histoire du krach boursier, du monde qui change, bon, on a donc un escroc qui est catapulté dans l'histoire, et en fait c'est un peu compliqué parce que le film est structuré assez bizarrement. On a une introduction où tout le monde va apprendre donc que Lady Mary, elle a divorcé, et donc forcément elle va être rejetée. Ensuite, vous avez un deuxième acte où il va être question d'un escroc qui s'immisce dans la famille et dont il va falloir se débarrasser. Et mon problème est un peu là, c'est que l'acte 2, tu te dis qu'une fois qu'il va être résolu, parce qu'il est résolu assez facilement finalement, et un peu trop facilement, sans en dire plus, bah, tu te retrouves dans un acte 3 et tu te dis, mais qu'est-ce qui va se passer d'un point de vue dramaturgique, en fait, d'un point de vue scénaristique? Et bien globalement, tu vas te lancer, là pour le coup, dans une longue conclusion, le chant du cygne final, où tous les personnages vont donc se dire plus ou moins adieu. Et c'est un peu là mon souci, c'est qu'en fait les personnages d'ailleurs ne se disent pas vraiment adieu entre eux. Ils disent plus adieu aux spectateurs, aux spectatrices, au public, sauf qu'ils peuvent pas nous le dire directement. Du coup, c'est un peu bizarre parce que tu hésites un peu. C'est-à-dire que, en fait, c'est bizarre parce que si les personnages continuent de vivre pas loin de Downton Abbey ou carrément ils vivent encore, t'as du mal à comprendre pourquoi on devrait être dans un pic émotionnel. Autre que oui, pour nous en tant que spectateurs et spectatrices, on a compris qu'on ne les reverrait pas. Mais entre eux, pourquoi autant d'effusions? Pour certains personnages, c'est pas très justifié, autant le dire. Et franchement, je veux pas être très méchant, mais t'as l'impression que c'est ça, hein. Artificiellement, on a repondu là un épisode, alors que le dernier, le précédent, était déjà une très bonne conclusion. Et que là, ça donne un effet un peu doublon de répétition où tu recatapultes des personnages qu'on a déjà vus et sans que ça sonne faux, ça sonne comme étant extrêmement généreux et c'est presque trop idéal en fait. Moi, je pense que c'est important des fois d'aller au cinéma en se disant voilà ce que j'aurais absolument envie de voir dans un monde idéal. Et je trouve que c'est quand même bien quand un film est là et vous dit voici ma proposition. Elle est surprenante, tu ne t'attendais pas à ça. Peut-être que ça ne te plaît pas dans le fond, mais peut-être que ce qui te plaît, c'est que tu es surpris, que tu ne t'attendais pas à voir ça, et que finalement c'est peut-être plus malin, ingénieux et marquant que ce que tu voulais voir. Là, j'ai presque eu l'impression de voir un film de fan, c'est vraiment ça. Mais au-delà de voir un film, la dernière partie du film, on va dire le gros dernier tiers du métrage, c'est presque au-delà de ça en fait. On a presque la sensation d'assister à une réunion entre des acteurs et des actrices qui vont se retrouver plantés dans le décor un peu ancestral de la saga et qui vont être là à répondre au micro à des questions. C'est un côté presque un peu super making-of final. Donc c'est un peu perturbant et en même temps, vous l'avez compris, moi, ma posture, j'ai envie de dire en tant que spectateur ici par rapport à la saga, c'est que je ne connais pas la série. Donc je suis attaché à des personnages depuis 2 longs métrages, mais pas depuis toute une série en fait. Je n'ai pas vécu au-delà, peut-être, je ne sais pas, de 4 heures de film, je n'ai pas vécu au-delà avec ces personnages en réalité. Donc bon, après je sais que du côté des fans de la première heure, il y en a qui justement sont assez d'accord avec moi, partagent un peu mon avis sur le film, et d'autres personnes au contraire ont été extrêmement émues. Moi j'étais dans une salle de cinéma où nous étions seulement 2, 3 à un moment donné, mais monsieur je crois a disparu de la circulation, mais la dame à un moment a explosé en sanglots, mais totalement. Mais j'ai trop senti moi le film qui voulait me faire pleurer, c'est-à-dire pleure, 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 pleure. Moi je n'étais pas le public visé, quoique, parce que finalement j'ai bien pleuré et été ému à la fin de Downton Abbey 2, mais c'était beaucoup plus
digeste en fait. Là, c'est vrai que ça sent un peu la surdose. Mais bon, ça reste un film, encore une fois, que je n'ai pas détesté. Mais c'est juste que bon, je m'attendais quand même un peu à mieux, je dois bien l'admettre. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez vu la série, si vous avez vu les films, ce que vous préférez, si ça vous intéresse de découvrir tout cela, et si vous êtes d'accord ou non avec moi sur ce film. Et voilà, c'était donc cette vidéo pour ma reprise sur YouTube avant d'autres critiques sur des films actuellement en salle, et avec prochainement, je l'annonce ici, mon bilan enfin annuel des films de l'année 2024. J'ai un petit peu de retard, mais pas plus que ça. Il ne me reste plus qu'à vous dire ciao et à la prochaine. Le krach boursier, c'était il y a presque un siècle.